lorsque j'ai conçu le programme, que nous avons conçu le programme, et vu que c'est moi qui ai suggéré ce livre, j'ai dit je, j'ai vraiment eu à cœur de mettre Machiavel dedans parce que c'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré lorsque j'ai commencé à étudier. Et je pense qu'il y a beaucoup à tirer de Machiavel, notamment pour expliquer notre société contemporaine et ce qui est devenu la politique, justement. Même s'il y avait déjà des traces de la ruse, du complot, de la perfidie, du détachement d'avec la morale dans toute l'histoire politique, puisque c'est le pouvoir, et le pouvoir est l'une des plus grandes tentations humaines, peut-être même la plus grande tentation masculine, je pense, au-delà des femmes, de l'argent, je pense que c'est le pouvoir. Et du coup, ça a toujours existé, cette notion de détacher la morale de la politique. Mais le grand théoricien de tout cela, c'est Machiavel. Donc on se retrouve pour cette conférence qui est importante, je pense, dans le programme de l'initiative CK. Pour information, à titre personnel, moi j'ai découvert Machiavel en même temps que Spinoza. J'avais 14, 15, 13 ans, je ne sais plus, ouais, 14 ans. Et effectivement, c'est un auteur qui m'a beaucoup bouleversé. Et du coup, la conférence, j'ai fait un effort particulier puisque j'ai vraiment voulu la coucher d'un point de vue beaucoup plus universitaire, au même titre qu'on avait pu faire sur l'unité mondiale. Donc ce sera beaucoup moins parlé et plus étudié justement de tout ce que j'ai pu coucher sur le papier. Enfin le papier numérique, évidemment, je suis sur Word. À la croisée de la Renaissance italienne et du bouleversement des équilibres politiques européens, le prince de Machiavel, il arrive en 1513 et il inaugure une nouvelle manière de penser le pouvoir. Pourquoi est-ce que je parle de la Renaissance italienne et du bouleversement des équilibres politiques? C'est parce qu'en fait, si vous avez étudié Le Prince de Machiavel, vous avez compris que le livre est très peu compréhensible pour notre audience qui n'est pas florentine, qui n'est pas italienne du XVIe siècle. Il faut une édition, pour ceux qui n'ont pas la culture historique, j'en fais partie, attention, il faut une édition commentée pour expliquer en fait de quoi il parle, parce qu'on va parler du contexte de rédaction, vous allez voir, c'est un livre qui est très circonstancié. Le Prince, c'est un mode d'emploi pour quelqu'un. C'est pas un traité général, générique sur le pouvoir. C'est un texte adressé à quelqu'un dans un contexte dont on a extirpé une pratique du pouvoir. Donc célèbre pour avoir séparé la politique de la morale, en tout cas l'avoir vraiment théorisé, cet opuscule bref et très dense s'impose comme le manifeste de ce qu'on appellera en fait le réalisme politique, qui va jusque dans les relations internationales dont on a parlé avec Julien Freund. C'est pour ça que là on passe de l'international au pouvoir en lui-même, dans la sphère locale, que ce soit celle de la cité, de l'État, etc. C'est le réalisme. Le réalisme. Machiavel ne cherche plus à décrire ce que les princes devraient faire selon les vertus chrétiennes, ou ce que les rois ou les empereurs devraient faire selon l'héroïsme de Zeus, etc., mais ce qu'ils font réellement pour conquérir et conserver le pouvoir. C'est toute la thèse machiavélienne, c'est-à-dire que conquérir le pouvoir c'est une chose, le conserver c'en est une toute autre, peut-être même bien plus difficile, quitte à user de duplicité, de violence ou de cruauté. À mi-chemin entre le traité de stratégie, l'art de la guerre du coup, et la méditation patriotique sur l'Italie en ruine, le prince ne cesse de fasciner, de scandaliser depuis des siècles. Vous avez vu que ça a marqué même la culture populaire. Vous avez l'excellent film de Robert De Niro qui s'appelle Bronx Tale, où le personnage de Sonny, qui est un chef mafieux local, parle du fait qu'il a lu Machiavel en prison. Vous avez bien sûr Tupac Machiavelli, avec The Don Illuminati, etc. C'est quelqu'un qui a marqué Machiavel par son détachement, je pense, de cette morale et aussi cette praticité, justement. Mais en vérité, quand on étudie le texte, il est très peu pratique. Et on va venir là-dessus, mais vous prenez Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est beaucoup plus pratique et applicable que Machiavel. Donc, vous allez voir. Œuvre d'un républicain exilé dédié à un prince, elle incarne à la fois l'analyse froide des mécanismes de domination et le rêve d'une Italie unifiée, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est récent l'unification de l'Italie. Théoricien de la virtu, Machiavel défie la tradition morale et chrétienne et il érige en fait l'efficacité en critère suprême du gouvernement. C'est la fameuse phrase qui pour beaucoup est présentée comme la quintessence du texte. La fin justifie les moyens. C'est un peu plus subtil que ça, vous allez comprendre. Aujourd'hui, on va aborder 6 grands axes sur ce texte. Premièrement, le contexte de rédaction. Ensuite, on résumera les grands pans de cet ouvrage, cet opuscule.
La révolution du réalisme politique, la confrontation entre le machiavélisme et la morale catholique. Alors le but, c'est pas d'être christiano-centré, c'est qu'en fait, Machiavel, il est italien du XVIe siècle. Vous imaginez le poids de l'institution ecclésiastique à l'époque, et de la morale, et de toutes les vertus chrétiennes qui vont avec. Donc ce texte, il vient faire un peu tâche, si vous voulez. On va essayer de comprendre comment a été reçu aussi ce texte. Le machiavélisme comme guide pratique, puisqu'on va extirper une praticité de tout ça, c'est le but de cette conférence. Et enfin, les limites du modèle machiavélien. Parce que moi, je veux faire une opposition entre l'idéal médiéval et ce que nous a amené Machiavel. Alors, rassurez-vous, l'idéal machiavélien n'aboutit pas sur François Hollande ou Emmanuel Macron. Quand même pas. Je pense qu'on est plus proche en termes de tacticien politique d'un François Mitterrand, qui a quand même une certaine aura, un certain charisme, un certain génie tactique politique. Donc voilà, quand même. Bon, mais passons au texte. J'ai appelé cette partie de l'art de la guerre au prince. C'est quand même deux traités importants de Machiavel. Avant d'écrire Le Prince, Nicolas Machiavel, donc Niccolò Machiavelli, s'était déjà illustré par des écrits politiques et militaires. Son traité L'art de la guerre explore la stratégie militaire sous forme de dialogue humaniste. Il y insiste, je ne dis pas forcément que ça a été écrit avant, là j'ai même pas mis la date, mais c'est pour vous dire un peu ce que faisait aussi Machiavel. Il y insiste sur la nécessité pour un État d'avoir une armée nationale et des dirigeants formés à la tactique, ce qui n'est pas un acquis à l'époque, hein, l'armée nationale. On est à la fin du Moyen-Âge, on est grandement entré dans la Renaissance, donc le mercenariat fait foison. Et cette préoccupation, du coup, elle se retrouve dans Le Prince aussi, où Machiavel affirme que mépriser l'art de la guerre, c'est faire le premier pas vers sa ruine. Le posséder parfaitement, c'est le moyen de s'élever au pouvoir. Donc il y a cet aspect militaire aussi de la conquête. Autrement dit, la maîtrise des armes et de la stratégie est indissociable de l'exercice du pouvoir politique. Et ça, j'insiste sur un point, c'est pour ça que les Américains ont le port d'armes. En fait, comme disait Max Weber, l'État, c'est l'entité qui a le monopole de la violence légitime. Le monopole de la violence légitime et qui a le pouvoir coercitif. Le pouvoir coercitif, c'est pas des textes, c'est pas une plume. C'est une force qui est capable de donner corps à ce qui est écrit dans la loi. C'est ça, en fait, la force d'un État. Donc, pour s'élever au pouvoir, il faut être capable soit de conquérir cette machine de l'intérieur, soit si c'est de l'extérieur, d'avoir plus de force qu'elle. Ça s'appelle une révolution, ou un coup d'État, ou ce que vous voulez. L'art de la guerre et le prince sont deux volets complémentaires de la pensée machiavélienne, et on néglige beaucoup trop l'art de la guerre. Dans l'art de la guerre, Machiavel plaide pour la discipline, la conscription citoyenne, tiens donc, et l'imitation des vertus militaires romaines, italien oblige, afin de renforcer les États italiens menacés par des invasions étrangères de toutes parts. Vous vous rappelez à l'époque, tous les voisins veulent fumer l'Italie concrètement. C'est pas pour rien aussi que quelques siècles plus tard, nous autres Français prendrons la Savoie. De même, le prince consacre plusieurs chapitres, donc c'est du 12 au 14 je crois, aux affaires militaires, conseillant les princes de ne jamais négliger la défense et l'entraînement des troupes. Et justement, comme je viens de le dire, et ça le texte insiste grandement là-dessus, un dirigeant doit lui-même être formé à l'art militaire. Alors nous, on a hérité un peu de ça dans la Ve République, dans la mesure où le président est le chef des armées, le chef suprême des armées, mais ça ne veut pas dire qu'il s'y connaît forcément en question militaire. C'est pour ça qu'il a un état-major. Il y a le chef d'état-major des armées qui a avec lui les différents chefs d'état-major respectifs qui sont les conseillers en fait directs du président sur la vision militaire. C'est dommage qu'un président n'ait pas une formation express aujourd'hui en art de la guerre. En tout cas, vous prenez un Charles de Gaulle, il savait ce qu'était la guerre. Voilà. Après, les autres après aussi en théorie puisqu'ils avaient fait le service militaire obligatoire. Bon, c'est une autre histoire. Cette unité de vision entre les deux œuvres met en lumière une constante. Pour Machiavel, la puissance d'un État repose sur la force militaire d'une part, autant que sur la ruse politique d'autre part. Ruse et force. C'est pas une rupture avec la tradition. Je vous ai dit que la glorification de la ruse, c'est pas une nouveauté machiavélienne. Le cheval de Troie, c'est déjà une ruse militaire, si vous voulez, dès l'Antiquité. La ruse pour conquérir le pouvoir, ça existe depuis toujours. Quel est le contexte de rédaction du Prince maintenant? On est en 1513, comme je dis, donc du coup l'art de la guerre est peut-être daté d'après. C'est un Florentin en disgrâce.
Machiavel rédige Le Prince dans un contexte personnel et politique troublé. Il est haut fonctionnaire de la République florentine depuis 1498. Il est brusquement écarté de ses fonctions en 1512 lorsque les Médicis rétablissent leur pouvoir princier à Florent. Accusé à tort de complot républicain, c'est pas rien, il est emprisonné et même torturé, puis finalement exilé dans sa propriété à San Casciano, près de Florence. C'est durant cet exil forcé en 1513 qu'il entreprend la rédaction de Di Principatibus. C'est le titre original en latin qui signifie en fait des principautés. C'est l'ouvrage qu'on appellera Il Principe, c'est-à-dire le prince. Dans une lettre fameuse de décembre 1513 à son ami Francesco Vettori, Machiavel décrit ses soirées d'études où, vêtu de ses habits d'apparat, il converse avec les auteurs de l'Antiquité et note tout ce qui lui semble important dans leur conversation aboutissent. C'est pour ça que je dis qu'en fait, Machiavel s'inscrit dans une tradition qui va à l'Antiquité. Et ça, faut pas l'oublier, c'est pas une rupture. C'est une rupture avec ce qu'a instauré la morale chrétienne. Ça n'est pas une rupture avec la tradition politique stricto sensu. Donc il aboutit sur un opuscule des Principatibus dans lequel il aborde quelle est l'essence des principautés, combien de sortes il en existe, comment on les acquiert, comment on les maintient et pourquoi on les perd. Machiavel, aujourd'hui en sciences politiques, je le dis clairement, on ne retient pas vraiment sa théorie de l'État, sa théorie de l'organisation. On retient sa conception du pouvoir. C'est pas comme Hobbes, c'est pas comme Rousseau, c'est pas comme Locke. On retient vraiment cette notion de pouvoir. Il n'a pas, alors je ne vais pas critiquer, il n'a pas brillé vraiment par sa conception morphologique sur les formes étatiques ou d'organisation humaine. C'est ça que je veux dire. C'est pas Thomas d'Aquin. Par contre, sa vision du pouvoir, elle a marqué. Cette lettre atteste que l'essentiel du prince était achevé fin 1513. C'est une œuvre de circonstance ou de conviction. C'est ce qu'on peut se demander. Le prince est dédié à Laurent II de Médicis, petit-fils de Laurent le Magnifique, alors dirigeant de Florence, ce qui suggère quand même une démarche un peu opportuniste. Machiavel espérait sans doute regagner les faveurs des Médicis en leur offrant ses conseils sur l'art de gouverner. Ça se voit un petit peu dans le texte. La célèbre dédicace annonce modestement que Machiavel offre au nouveau prince la connaissance des actions des hommes célèbres, acquises par son expérience et son érudition. C'est un érudit Machiavel, sans phare stylistique. Quand on voit le texte, que ce soit en italien original ou même dans les traductions, il n'y a pas de fioriture dans Le Prince. C'est vraiment une espèce de manuel très circonstancié. Longtemps, les historiens ont vu Le Prince comme un texte de circonstance, du coup né d'une inspiration soudaine pour entrer dans les grâces des Médicis. Mais des analystes comme Claude Lefort y voient plutôt l'aboutissement d'une réflexion de longue haleine, nourrie par 15 ans de carrière diplomatique et par la lecture des auteurs antiques. En fait, c'est ça Le Prince, c'est une synthèse entre l'expérience de Machiavel et son érudition sur l'Antiquité et la politique dans l'Antiquité, avec Thucydide et toute la clique. En témoignent de nombreux rapports rédigés par Machiavel et ses autres ouvrages de la même période. Quoi qu'il en soit, Le Prince reflète autant l'urgence du moment, c'est-à-dire un auteur déchu qui cherche un rôle politique, que l'héritage intellectuel accumulé par Machiavel, sinon on ne se rappellerait pas du texte, ni du nom. C'est un nom qui pèse Machiavel aujourd'hui, quoi qu'on en dise. J'aimerais ensuite faire une petite parenthèse parce que il faut donner les clés de lecture aux gens qui veulent s'intéresser à cet ouvrage, c'est l'Italie. Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de cette période historique, encore moins de l'Italie, et il faut quand même en parler, quoi. L'Italie est en crise à l'époque. Le contexte géopolitique, il influence fortement Machiavel, ça se voit dans tout l'opuscule. Au tournant du XIVe siècle, la péninsule italienne, entre le XIVe et le XVIe du coup, la péninsule italienne, elle est morcelée en principautés et républiques rivales. Florence, la Rome papale, avec le pape surpuissant, Venise, Milan, Naples, etc. C'est dans le jeu Assassin's Creed 2, c'est plutôt bien représenté d'ailleurs. Et en fait, l'Italie devient le théâtre des guerres d'Italie, les fameuses où les grandes puissances étrangères, c'est-à-dire France, Espagne, Saint-Empire romain germanique, interviennent militairement. Les Français n'ont pas fait de cadeaux aux Italiens à l'époque, sachez-le, ils ne nous en ont pas fait non plus. En 1494, les troupes de Charles VIII envahissent l'Italie, inaugurant des décennies de conflits sur son sol. Machiavel, en tant qu'envoyé de la République florentine, a observé de près les jeux d'alliance et les manœuvres des rois de France. On était très bon là-dedans. Des condottieri italiens comme Cesare Borgia et des souverains pontifes impliqués dans la politique temporelle. Et on ne parle pas assez aussi du pouvoir, voire de la perfidie politique de certains papes. Cette Italie en proie au chaos sert de toile de fond au prince, justement. Machiavel y fait souvent allusion
notamment lorsqu'il parle de la fortuna, on va en parler aussi. En gros, juste pour faire un topo, vous avez la virtu, c'est-à-dire la vertu, et la fortuna, c'est-à-dire la fortune. La virtu, c'est la capacité à saisir la fortune. La fortune, c'est l'événement historique qui permet à celui qui a la vertu d'agir, justement. Et il cite Moïse. Il dit, la fortuna à l'époque, c'est quoi? C'est que les Juifs sont esclaves en Égypte. La vertu, c'est Moïse qui chope ce moment et qui devient le chef des Juifs. Bon, évidemment, c'est Dieu qui l'appelle, hein, je vous rappelle. Moïse ne l'explicite pas comme ça, mais en tout cas, c'est pour vous dire, il y a l'événement, il y a le contexte, et il y a la personne qui arrive à surfer sur le contexte et à en triompher du contexte. C'est la vertu versus la fortune. Dans le chapitre final, il lance même un appel patriotique en exhortant les Médicis à libérer l'Italie des barbares, c'est-à-dire des occupants étrangers, donc c'est-à-dire nous-mêmes, nos chers amis français, entre autres. Ainsi, la rédaction du Prince s'inscrit dans l'espoir de voir émerger un dirigeant assez habile et fort pour pacifier la péninsule et restaurer sa grandeur face aux invasions. Je vous disais que Machiavel, c'était le réalisme appliqué à la politique intérieure, mais vous voyez qu'il a quand même une vision internationale, et il a cette vision patriotique de l'Italie. Comment le livre a été reçu? Parce que moi, je ne m'étais pas dit ça à l'époque, mais c'est un livre qui quand même tranche avec, c'est pas une rupture, mais ça tranche avec un modèle de gouvernement hérité du Moyen Âge, le roi très chrétien, dont l'apogée suprême de toute l'Europe et de toute notre civilisation, c'est Saint Louis, Louis IX. C'est le roi très chrétien, le mec qui se met des glaçons dans la culotte le jour de carême pour pas rompre son abstinence, etc. C'est Saint Louis qui meurt aux croisades. Donc, c'est d'abord un succès clandestin et une diffusion rapide. Je vous dis, à la base, c'est un petit traité qui est ciblé pour quelqu'un. Et bien que rédigé en 1513, le Prince, d'après ce qu'on a pu trouver, hein, le Prince ne fut publié qu'en 1532, après la mort de Machiavel. Après la mort de Machiavel en Italie. L'ouvrage connut immédiatement un grand succès éditorial. On compte une quinzaine d'éditions en circulation en moins de 20 ans, donc il y a eu un attrait italien pour ce texte. Peut-être parce qu'il est très patriotique aussi. La première traduction française paraît dès 1553, donc c'est rapide. Imaginez à l'époque, hein, pour que ça arrive jusqu'à chez nous, que ça intéresse assez de gens, etc. Signe de l'intérêt que suscite cet opuscule auprès des élites lettrées européennes. Il sera ensuite traduit en allemand, etc. Paradoxalement, l'ouvrage était dédié dans sa version imprimée à un cardinal, ce qui a pu laisser croire qu'il s'agissait d'un innocent manuel pour princes, conformément au miroir des princes traditionnels chrétiens. Mais sa véritable teneur fit vite polémique. Le prince a choqué les contemporains par l'absence de considération morale dans les conseils donnés aux dirigeants. Et ça, faut bien se mettre dans le contexte. L'Église catholique, justement, en particulier, y vit une menace pour l'ordre moral et social. En 1552, le cardinal Reginald Pole, conseiller de Charles Quint, qualifie l'ouvrage, écoutez bien, d'œuvre d'ennemi du genre humain, car il explique en détail comment la religion, la justice et tout penchant à la vertu peuvent être anéantis. Et c'est dans le texte. C'est vrai, Machiavel n'appelle pas à la vertu. On parlait de la virtu, c'est pas dans ce sens-là. Il n'appelle pas à la vertu religieuse, il n'appelle pas au désintéressement, il n'appelle pas à la transcendance, il n'appelle pas à la bonne morale, il appelle à écraser le faible s'il le faut. Cette condamnation sans appel reflète la stupeur qu'inspire Machiavel aux penseurs chrétiens. Jamais encore n'avait-on proposé de guider l'action politique en faisant abstraction complète des principes moraux. En fait, c'est l'antithèse du thomisme. Rappelez-vous ce qu'est Thomas d'Aquin. Pour ceux qui connaissent la Summa Theologiae, la somme théologique, avec toute la notion du bonum commune. L'objectif du prince qui dirige la cité, c'est le bonum commune, c'est-à-dire le bien commun qui doit amener les hommes vers Dieu par la morale. Ensuite, le thomisme, qui a marqué toute l'histoire politique européenne et occidentale, c'est la loi crée la morale. Et la loi est inspirée par la morale. Donc en fait, c'est une logique un peu à la fois ascendante et descendante. La morale de Dieu tombe sur la loi, des classes lettrées qui doivent diriger, et la loi qui est chargée de morale tombe sur les gens pour leur donner un bon guide. Et une loi immorale pour Thomas d'Aquin, elle créera une société immorale. Machiavel n'a pu que pendre de cette histoire. Il n'en a que faire. Et c'est ça qui choque en fait les élites aussi de son temps, mais pourtant elles sont fascinées par ce texte. Et c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. En 1559, Il Principe est officiellement inscrit à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Inquisition. La même année en Italie, toute publication du livre est censurée. Oui, là où le
Le livre a commencé son succès, il est censuré. Le nom même de Machiavel devient synonyme de perfidie. On parle d'esprit machiavélique pour désigner une ruse cruelle et immorale. Sachez que dans notre langue, le mot machiavélique, il est malsain à la base. Aujourd'hui, on l'utilise un peu comme dire « Ah, il est malin, il est rusé, wow, c'est machiavélique comme plan », c'est devenu positif puisqu'on a perdu tous nos repères. Mais à la base, machiavélique, c'est péjoratif. Cet accueil scandalisé fait entrer Il Principe dans la légende noire en fait de la littérature européenne. Ça ne va pas lui nuire, bien au contraire. Malgré ou à cause de sa sulfureuse réputation, le prince exerce une fascination durable sur la pensée politique dès la fin du XVIe siècle. Il suscite des réfutations, comme le discours contre Machiavel, c'est un protestant, je crois, qui a écrit ça, Innocent Gentillet, qui impute aux doctrines machiavéliennes les malheurs des guerres de religion en France. Bon, on en pense ce qu'on veut. Gentillet, excusez-moi, c'est un français, accuse Machiavel d'avoir inspiré au gouvernement français une tyrannie sanguinaire opposée aux anciennes lois justes du royaume. A l'inverse, des penseurs comme Montaigne reconnaissent que le prince est devenu le livre de chevet des puissants de leur temps. Montaigne note que Machiavel et ses adversaires offrent un débat sans fin où chaque argument moral peut se heurter à un contre-argument pragmatique. Philosophiquement, enfin, ou ensuite plutôt, parce qu'on n'a pas fini, le prince contribue à fonder la science politique moderne. Et en fait, c'est le premier traité de politique brute. Avant, on ne parlait pas de politique comme ça. Je vous ai dit, quand Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, parle de politique, il parle de Dieu pour aboutir à la politique. Quand Saint-Augustin fait la cité de Dieu, il parle de Dieu pour aboutir à la politique. Là, c'est une première qu'en fait, on couche la politique telle qu'elle comme un objet. Je n'ai pas peur de m'avancer en disant que Machiavel est, sinon l'un des pères fondateurs de la science politique, en vérité. Il y a des traces antiques, je vous ai parlé de Thucydide avec le récit sur la guerre des Péloponnèses, mais n'importe quel cursus de Sciences Po, c'est ce qui ressort. Machiavel, c'est l'un des fondateurs. Le prince contribue à fonder la science politique moderne. Francis Bacon, en 1605, loue Machiavel d'avoir écrit, je cite, « ce que les hommes font et non ce qu'ils doivent faire ». C'est un constat. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec Francis Bacon, puisqu'en fait Machiavel, il glorifie ce que les hommes doivent faire en disant en fait ce qu'ils font pour garder le pouvoir. Francis Bacon comparant la révélation de ses stratégies au fait de tuer un monstre en le démasquant. Oui, ça peut se défendre. Au siècle des Lumières, l'ouvrage alimente toujours la réflexion. Rousseau y voit ironiquement un livre destiné non au roi mais au peuple, pour qu'il comprenne les ressorts de l'oppression monarchique. Oui, ça se tient aussi. Selon lui, Le Prince est le livre des républicains. À l'époque moderne, Machiavel est tantôt diabolisé, tantôt admiré, mais jamais ignoré. Son nom traverse les siècles comme celui du théoricien par excellence de la realpolitik. C'est-à-dire, on en a beaucoup parlé ici, la politique fondée sur le rapport de force et l'efficacité plutôt que sur les principes moraux et paradigmatiques. Son influence s'étend des absolutistes qui le lisent pour savoir régner en totalité aux républicains qui y trouvent la grille de lecture du despotisme, des philosophes des Lumières aux révolutionnaires et même aux théoriciens du XXe siècle comme Gramsci ou Althusser qui lui consacreront des études. Gramsci a écrit sur Machiavel. En somme, le prince a inauguré un débat toujours vivant sur la moralité du pouvoir et Machiavel est devenu une référence incontournable, fût-ce un repoussoir de la pensée politique. Maintenant qu'on a dit tout ça, parce que c'était important de mettre le contexte et voir comment l'ouvrage avait été perçu, c'était important, je pense, on va parler du prince en lui-même. Alors, c'est quoi Il Principe ? C'est un court traité d'une vingtaine de chapitres, il y en a 26 dans l'édition originale italienne, qui se propose d'examiner systématiquement les types d'États, j'ai dit que ce n'est pas vraiment ce qu'on a retenu le plus, les modes de conquête du pouvoir, c'est ce qu'on a retenu le plus, et les méthodes pour le conserver, c'est ce qu'on a retenu encore plus. Machiavel commence par distinguer deux formes de gouvernement, les républiques, qu'il n'approfondit pas vraiment, et les monarchies, autrement dit les principautés. Celles-ci peuvent être héréditaires, transmises au sein d'une même famille régnante, ou nouvelles, acquises récemment par un prince. Machiavel examine ensuite les différents moyens de conquérir un État, là c'est intéressant, par héritage, tout bêtement, par héritage sanguin, par ses propres armes, par celles d'autrui, par la chance, c'est la fortune, c'est des événements favorables, par la vertu, la capacité et le talent personnel. Je vais arrêter de mélanger l'accent français. On dira virtu en italien et vertu en français maintenant. Mais aussi par scélératesse. Je me souviens, c'est là dans ce livre que j'avais découvert le mot à 14 ans, scélératesse. C'est le crime et la trahison. On pense à Brutus et César.
Il étudie chaque cas en s'appuyant sur des exemples historiques empruntés à l'Antiquité romaine ou à l'histoire italienne récente et, on l'oublie un peu, à la Bible. Machiavel, on voit qu'il connaît un peu de quoi il parle, façon de parler. Ce qui donne à son propos une portée très concrète. Les chapitres 12 à 14 traitent des questions militaires. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, on va aller un peu plus en profondeur. Machiavel, il critique l'usage des mercenaires peu fiables. Et justement, il recommande aux princes d'entretenir leurs propres troupes nationales qui vont être motivées par la nationalité justement et le sang. Là où le mercenariat va encourager la motivation par l'argent. Et enfin, les derniers chapitres forment le cœur du message. Machiavel y expose les qualités et les qualités entre guillemets, et comportements qu'un prince doit adopter pour se maintenir au pouvoir en s'émancipant de la morale ordinaire. Et elle est là en fait la nouveauté, on va dire, pas la rupture totale puisqu'on a dit que ça existait déjà dans l'Antiquité, mais la nouveauté qui fait quand même un peu tâche dans cette civilisation très catholique. C'est dans ces chapitres que l'on trouve ce qu'on appellera plus tard le machiavélisme. Donc c'est le chapitre 15 à 23 à peu près, la célèbre analyse de ce qui est utile ou nuisible à l'État, par-delà le bien et le mal. J'utilise cette formule à dessein. Les derniers chapitres, du coup donc c'est 24 à 26, reviennent sur la situation de l'Italie et appellent à l'action concrète pour la libérer des envahisseurs étrangers. C'est les affreux français. On n'était pas des tendres comme je vous ai dit, mais nous avions de la bonne nourriture et des soldats très motivés, sachez-le. Entre autres, parce qu'il n'y avait pas que les Français là-bas. Concept clé. Alors, on va en parler. Virtu, fortuna, crainte et amour. Machiavel a introduit plusieurs concepts fondamentaux pour penser l'action politique. La virtu, d'abord, terme italien qu'il l'emploie dans un sens spécifique. Là, on va aller un peu plus en détail que tout à l'heure pendant l'introduction. Ce n'est pas la vertu morale chrétienne. Ce n'est pas la vertu morale chrétienne. C'est le même mot, étymologiquement, mais c'est pas ça. La vertu morale chrétienne, c'est l'humilité, c'est l'abnégation, c'est Dieu lui-même qui vient mourir pour l'humanité. On est à l'antithèse de ça. Là, pour Machiavel, c'est plutôt l'habileté, la force de caractère. Je vous rappelle que le mot virtu, c'est la même racine que le mot virilité, c'est ce qui est masculin. La vertu, c'est masculin par définition et par étymologie. Et c'est la capacité à agir efficacement. En fait, je dis, si on devait traduire ce terme, moi je dirais la force. C'est ce qui me paraîtrait le plus adapté, la force d'agir. Un prince doté de virtu sait s'adapter aux circonstances changeantes et imposer sa volonté. C'est un conquérant, c'est un homme qui règne, c'est un homme qui domine. Face à elle se tient la fortuna, c'est-à-dire la fortune au sens de la chance et du contexte extérieur imprévisible. Parce que vous pouvez mettre le mec le plus fort du monde, le monsieur, je vais tâcher de parler correctement, vous pouvez mettre un homme extrêmement fort, s'il n'a pas un contexte à conquérir, il n'y a rien à conquérir. Et vous pouvez mettre un homme extrêmement faible, s'il a un contexte à conquérir, il peut faire quelque chose, mais du coup, il est faible. Donc, il faut ces deux notions, virtu et fortuna. Machiavel compare la fortune à un fleuve capricieux qu'il faut canaliser, ou à une femme qu'il faut, dit-il, battre et malmener pour la soumettre. C'est dans le texte. Image choc par laquelle il suggère qu'un homme d'état énergique peut en partie maîtriser les hasards par une action audacieuse et détachée de la crainte des résultats. Pour réussir, un prince doit donc marier la virtu à la fortune. Autre concept marquant, c'est notamment une scène dans A Bronx Tale, rappelez-vous quand Sonny dit, à qui il dit ça, ouais, au petit Calogero, il lui dit, vaut-il mieux être craint ou aimé? C'est tout un développement dans Le Prince de Machiavel, c'est au chapitre 17. Machiavel pose la question, vaut-il mieux pour un prince être aimé que craint ou l'inverse? Et il dit idéalement les deux. Mais comme il est difficile de les réunir, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. En effet, les hommes sont en général ingrats, inconstants, dissimulés, tremblants devant le danger et avides de gains. Un lien fondé sur la peur est plus fiable politiquement, il ne parle pas des relations personnelles, politiquement, car la crainte du châtiment dépend de la volonté du prince, tandis que l'amour du peuple est volatile et soumis à son bon plaisir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je pense qu'un pouvoir qui tient longtemps est un pouvoir fondé sur le respect, certes, mais aussi l'amour du dirigeant. Maintenant, c'est Machiavel. C'est sa thèse et elle se tient tout à fait. Toutefois, Machiavel ajoute qu'un prince doit éviter d'être haï. La crainte n'est pas la haine. Il fait une bonne distinction là-dessus, sans quoi elle se retournerait contre le pouvoir. Ainsi, le prince offre une grille de lecture réaliste des passions politiques. Mieux vaut inspirer le respect par la fermeté que de compter sur l'affection des foules, tout en gardant assez de mesure pour ne pas susciter la révolte. Il est là le juste équilibre. C'est la ruse du renard et la force du lion.
Machiavel insiste sur la dualité des qualités nécessaires à un gouvernant digne de ce nom. Selon lui, un prince doit combiner la force brutale du lion et la ruse subtile du renard. Il faut donc qu'un prince, dit-il, apprenne à ne pas être toujours bon et à en user bien ou mal selon la nécessité. La loi et la bonne foi propres aux hommes sont souhaitables, mais souvent insuffisantes dans les gouvernements des affaires. Quand la morale ordinaire ne permet plus d'assurer le pouvoir, le prince doit savoir agir comme une bête, c'est-à-dire user de la force et de la ruse sans aucune espèce de scrupule. Je ne suis pas en désaccord là-dessus, de toute façon. Machiavel illustre ce point par un exemple tiré de l'Antiquité. Il rappelle que le centaure Chiron, être mi-homme, mi-cheval, était donné comme précepteur aux anciens princes, symbole qu'un souverain doit savoir mêler nature humaine et nature purement bestiale. En clair, la dissimulation et la duplicité sont des armes légitimes. Machiavel observe que ceux qui ont su tromper les autres par de belles promesses l'ont souvent emporté sur ceux qui respectaient toujours leurs paroles. Vous vous rappelez cette phrase de Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Chacun comprend combien il est louable pour un prince d'être fidèle à sa parole, note-t-il. Néanmoins, l'expérience de notre temps montre que les princes qui ont fait peu de cas de cette fidélité ont accompli de grandes choses. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Non. Est-ce que c'est bien? Non. Par conséquent, un souverain avisé ne doit pas hésiter à rompre ses engagements quand sa survie ou l'intérêt de l'État est en jeu. Machiavel va jusqu'à écrire qu'un prince nouveau, qui n'a pas la légitimité de l'héritage, ne peut pas observer dans sa conduite toutes les choses pour lesquelles les hommes sont tenus pour bons, et qu'il est souvent contraint pour maintenir l'État d'agir contre la foi donnée, contre la charité, contre l'humanité et contre la religion. Operare contro alle fede, contro alla carità, contro alla umanità, contro alla religione. C'est terrible. Cette formule choc résume l'audace de Machiavel. Il affranchit le politique des commandements habituels de la morale et de la religion. Ça se discute. Et moi, c'est un vrai débat que j'ai. J'y réfléchis depuis très longtemps. C'est est-ce qu'un État est moral ? Je réponds que non, un État n'a pas à être moral. Maintenant, est-ce qu'un homme politique qui gouverne un État a à être moral? Oui, par définition, oui. On a quand même des archétypes dans notre civilisation, c'est le roi David, c'est le roi Salomon. C'est pas rien quand même, c'est pas des rois injustes, c'est des rois qui tiennent tout engagement. Mais quand on creuse les histoires, si vous regardez un petit peu ce que fait Josué, si vous regardez un petit peu ce que fait David, il y a de la ruse parfois. Il y a de la ruse. Je développerai ça après si vous voulez en parler, mais il y a de la ruse. Et je pense que Machiavel quand même soulève quelque chose. L'anecdote du tyran éphémère. Parmi les exemples concrets qui jalonnent le prince, l'un des plus célèbres, c'est l'histoire de Cesare Borgia, justement, en Romagne, qui illustre l'usage stratégique de la cruauté. Machiavel admire les méthodes de ce fils du pape Alexandre VI, c'est sacrée époque quand même, hein, le fils du pape qui devient... qu'il a rencontré en 1502. Le duc Valentino, surnom de Borgia, s'était emparé de la Romagne et voulait y asseoir son autorité. Pour mater ce territoire en proie au chaos, il nomma un homme de main impitoyable, Ramiro de Lorca, c'est Ramiro d'Orco, avec plein de pouvoir pour pacifier la région. Ramiro réprima durement les brigands et imposa l'ordre par la terreur, c'était sanglant, si bien que le calme revint, mais au prix d'une haine intense des habitants contre ce gouverneur cruel. Et qu'est-ce qu'il a fait Borgia ? Après avoir mis ce mec sanglant au pouvoir, une fois qu'il juge qu'il n'a plus besoin d'un bras aussi brutal et que la haine populaire risquait de rejaillir sur lui, il prit une décision retorse. Un matin, écoutez bien, les habitants découvrirent sur la place publique le corps de Ramiro, coupé en deux, avec un billot et un couteau ensanglanté à ses côtés. Cet horrible spectacle satisfit le ressentiment des habitants et les frappa en même temps de terreur, écrit Machiavel. Donc en fait, le mec, il met un tyran au pouvoir pour faire le sale travail. Quand les gens le détestent, mais qu'en même temps l'ordre est revenu, il coupe le mec en deux. Et il dit, regardez, je vous ai débarrassé de ce tyran, maintenant je vais vous sauver. Le peuple, soulagé d'être débarrassé du tyran détesté, fut également stupéfait par la puissance de Borgia, puisqu'en fait c'est lui qui a coupé le tyran en deux, donc il est encore plus fort. Cette anecdote illustre de manière frappante la cruauté bien employée selon Machiavel, et là oui, ça a marché politiquement. Borgia a d'abord utilisé la cruauté de Ramiro pour pacifier la province, puis il l'a sacrifié avant de gagner la gratitude du peuple tout entier en maintenant la peur en même temps. Machiavel présente cet épisode comme un modèle de calcul politique efficace, bien qu'il reconnaisse par ailleurs que la réussite de Cesare Borgia fut incomplète, la mort soudaine de son père le pape ayant ruiné ses ambitions. Contrairement à l'image d'un Machiavel cynique ne prônant la violence que pour elle-même,
La conclusion d'Il Principe révèle une aspiration plus noble. Machiavel se doit un prince qui utilisera ses conseils pour libérer l'Italie. Je vous ai dit que la dimension finale de Il Principe, c'est l'unification italienne. En fait, Machiavel, il veut qu'il y ait un homme fort qui maîtrise la fortuna par la vertu pour prendre le pouvoir sur l'Italie, l'unifier et virer les barbares. C'est ça, en fait. Beaucoup de gens oublient ça, mais c'est ça la raison d'être profonde, pour moi, sincère du texte. Il fait appel au patriotisme du destinataire, évoquant la grandeur passée des Romains et la nécessité de renouer avec la vertu de ses ancêtres pour sortir l'Italie de l'humiliation. La valeur reprendra les armes contre la fureur, prophétise-t-il en citant un vers poétique, car la vieille valeur n'est pas morte dans le cœur italien. Cet envolée final presque lyrique montre Machiavel sous un jour différent, celui d'un humaniste patriote qui, après avoir exposé sans complaisance les mécanismes froids du pouvoir, rêve de les voir mis au service d'un bien commun supérieur, la liberté et l'unité de son pays. Alors, il devrait être content aujourd'hui puisque l'unité italienne a été faite. Et elle tient quand même pas mal depuis un siècle, 2 siècles, elle tient pas mal. Le prince est souvent considéré comme l'acte de naissance de la pensée politique moderne. C'est pour ça qu'en sciences politiques, ceux qui ont fait un petit peu ces cursus, Machiavel, c'est un incontournable. Alors que les miroirs des princes médiévaux et humanistes, d'Isocrate à Erasme, enseignaient aux gouvernants les vertus morales et chrétiennes, Machiavel change de paradigme. Là, on va aller un peu plus loin sur cet aspect-là après avoir résumé le livre. Il fait de la politique un domaine autonome, régi par ses propres lois et finalités. Il ne s'agit plus de réfléchir à ce que devrait être un bon prince idéal, mais d'observer la vérité effective de la chose, c'est-à-dire la réalité concrète du pouvoir tel qu'il s'exerce. Et en fait, elle est là, la révolution, c'est qu'il va poser ça comme un objet d'étude. Machiavel énonce clairement la question qui le préoccupe. Comment obtenir le pouvoir et comment le conserver, plutôt que comment bien user du pouvoir selon les vertus morales et glorifier Jésus-Christ. C'est ça en fait la préoccupation médiévale du pouvoir. Ce déplacement du questionnement est révolutionnaire au sens strict, puisqu'en fait il revient à peu près à ce qu'on avait dans l'Antiquité sous certains auteurs, mais bon, ça c'est une thèse personnelle. Machiavel refuse de s'en remettre à des valeurs transcendantales ou à des utopies philosophique. Il cite justement, parce qu'on dit qu'il est en porte-à-faux contre la morale chrétienne, lui il se met en porte-à-faux contre la République de Platon, justement. Il inaugure ainsi une approche réaliste, au sens de réalité, le res latin, c'est-à-dire la chose, fondée sur les faits historiques et l'expérience, quitte à choquer. En même temps, on se demande si le livre avait vocation à être publié, en vérité, sans égard à ce qui est bien ou mal. Machiavel, il va distinguer deux choses, la vérité effective et les idéaux. Il explique que s'en tenir aux idéaux de justice et de vertu conduit à l'échec dans le gouvernement des hommes, car les hommes ne sont pas tels qu'ils devraient être. Et en soi, quand on analyse cet élément, peut-on le contredire ? Prenez la civilisation dans laquelle baigne Machiavel, c'est une civilisation chrétienne, plus particulièrement catholique. On est en Italie, donc littéralement il parle à des gens qui sont liés à la famille papale, etc. Donc on ne peut pas plus catholique. Vous savez que les Juifs de l'époque de Jésus attendaient un Messie terrestre. Jésus est venu avec un royaume céleste. De ce fait, s'est posé la question très vite, ok, comment on gouverne avec ça, un royaume céleste? Ben, on ne gouverne pas. Donc il faut amener du terrestre. Et le curseur en fait que pose Machiavel, c'est ok, jusqu'où va le terrestre dans le gouvernement? Et c'est une vraie question. Jusqu'où va le terrestre? C'est ça qui est intéressant, je pense, chez Machiavel, et c'est pour ça qu'il faut étudier cette œuvre et la réfléchir. Il constate que la politique est le domaine du conflit permanent, parfaitement vrai aussi, je le partage, entre les intérêts humains. Deux appétits s'y confrontent constamment, l'aspiration du peuple à ne pas être opprimé et l'aspiration des grands à dominer. Le rôle du prince, c'est de canaliser ce conflit inévitable, c'est une proto-lutte des classes en fait, en instaurant un ordre stable. Or, pour maintenir l'ordre, il faut parfois recourir à la force et à la crainte. Machiavel affirme ainsi qu'il n'y a pas de pouvoir vertueux s'il n'y a pas d'abord un pouvoir effectif. C'est une phrase très puissante. Cette primauté de l'efficacité sur la moralité marque la naissance du réalisme, justement, politique. Il ne conseille pas le mal pour le plaisir du mal, mais parce que, dans la vie des États, on regarde aux fins. On regarde aux fins. Si l'objectif, sauver l'État, instaurer la paix civile, est atteint, les moyens employés seront jugés honorables par l'histoire. Et ça, je suis désolé, mais on ne peut pas lui donner tort. On retrouve ici l'idée résumée par la formule, justement, fameuse, la fin justifie les moyens.
Formule qui, si elle n'apparaît pas telle qu'elle, synthétise en fait bien son propos. En ce sens, le prince fonde la doctrine de la raison d'État, où l'exigence de sauvegarder la puissance publique prime sur les devoirs individuels de la morale traditionnelle. C'est donc à la fois très mauvais, mais à la fois très vrai. En séparant nettement la politique de la morale et de la religion, Machiavel justement va consacrer l'autonomie du politique. Il laïcise en quelque sorte la réflexion sur le pouvoir. Pour lui, l'État est une construction humaine et non pas un instrument divin. Il n'est plus tenu de refléter l'ordre moral voulu par Dieu ou par la raison universelle. Il obéit à sa propre logique, ses propres mécanismes, ceux de la nécessité historique. On comprend aussi que Marx est un lecteur de Machiavel. Cette idée a eu un impact énorme sur la suite de la pensée politique. Hobbes, et plus largement tous les penseurs pour qui le pouvoir se comprend par les rapports de force tangibles plutôt que par les théories du droit naturel, sont là en fait. Ils préfigurent aussi les hommes d'État adeptes du pragmatisme. Par exemple, bien plus tard, Napoléon Bonaparte commentera Le Prince en marge de son exemplaire, manifestant l'influence de Machiavel sur sa propre vision du gouvernement. Vous voyez que Napoléon a tenu la France d'une main de maître. En affranchissant la politique des tutelles morales, Machiavel lui a donné ses lettres de noblesse ou d'infamie, selon ses détracteurs. Moi, je ne sais même pas où me situer vis-à-vis de Machiavel, en vérité. En tant que domaine d'analyse spécifique, c'est en cela que Le Prince demeure un texte fondateur. Il a appris aux Européens, et donc au monde, peut-être un peu ethnocentré, mais c'est pas grave, à regarder le pouvoir tel qu'il est, et non tel qu'il devrait être. On va parler maintenant de la rupture avec la morale traditionnelle. C'est le triomphe de la ruse et de la force. Le prince choque parce qu'il renverse les valeurs. Ce qui était jusque-là condamné, fourberie, cruauté, peut devenir légitime, voire indispensable pour gouverner. Machiavel constate que la perfidie, si elle sert l'État, peut être un outil rationnel. Il exhorte ainsi le prince à ne pas tenir ses promesses lorsqu'elles mettent en danger son pouvoir, comme on l'a dit. Un prince, écoutez bien, un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Alors vous imaginez bien qu'une telle phrase pour une relation interpersonnelle, imaginez un couple marié, n'a pas de sens. Mais il faut se demander, est-ce qu'en politique, elle a un sens ? Les hommes, et du coup, est-ce qu'un homme politique gouvernant est autorisé à mentir ? Les hommes étant par nature enclins à trahir, comme ils sont méchants et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous tenir la vôtre, poursuit-il ? Le souverain ne doit pas s'enfermer dans un carcan moral unilatéral, parce que sa morale deviendrait un handicap face à la perfidie du peuple qu'il a en face de lui-même. Intéressant. De même, Machiavel recommande de ne pas hésiter à user de la cruauté au besoin. Dit-il, le chef d'État ne doit pas reculer devant la cruauté, ni hésiter à rompre les traités si cela joue à son avantage. Autrement dit, la fin justifie les moyens, résume-t-il. Du coup, on résume ça comme ça, mais... La dernière personne qui a, à ma connaissance, qui a textodit les traités internationaux, c'est un moyen de faire de la stratégie internationale, c'était Hitler. Rappelez-vous le pacte Molotov-Ribbentrop, qui a été un moyen pour Hitler de gagner du temps pour pouvoir faire l'opération Barbarossa, etc. Et ça n'a pas vraiment payé. Du coup, bon, est-ce que c'est par perfidie ? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant. C'est le dernier exemple que j'ai de quelqu'un de surpuissant qui avoue, texto, que les traités internationaux sont des moyens de stratégie et non pas des engagements, justement. Ces préceptes tranchent avec les enseignements classiques, mais Machiavel prend soin d'ajouter que cette immoralité doit être bien employée. Il distingue la cruauté bien utilisée, celle qui est appliquée une fois pour établir l'ordre, par exemple l'exécution d'un conspirateur pour décourager les complots, de la cruauté continue et gratuite qui aliène définitivement les cœurs, et là il y a le risque de rébellion. Il conseille de frapper fort d'emblée si nécessaire, il vaut mieux frapper très fort au début et se calmer ensuite qu'aller doucement puis très fort, mais de s'abstenir ensuite de violence pour ne pas accumuler la haine. Il recommande de prendre tous les problèmes à la racine plutôt qu'attendre qu'ils se développent. Toute la perversité du machiavélisme tient à cet art de doser le mal au service du bien de l'État. Un aspect central de la perfidie prônée par Machiavel, c'est le dédoublement entre l'être et le paraître. Il n'est pas exigé d'un prince qu'il soit moral, mais il est crucial qu'il en ait l'apparence. C'est marrant quand même. Il n'est pas nécessaire que le prince ait toutes les qualités vertueuses, mais il est très nécessaire qu'il paraisse les avoir.
C'est ce qu'il dit au chapitre 18. Il faut qu'il affiche compassion, bonne foi, humanité, religion, surtout religion, tout en étant prêt à s'en écarter totalement en secret. Cette dissimulation est au cœur de l'art de gouverner. Machiavel note avec ironie: les hommes jugent en général plus par les yeux que par les mains. Chacun voit ce que vous semblez être, peu perçoivent ce que vous êtes réellement. Il a raison. Ainsi, un prince doit savoir feindre. Machiavel prend pour exemple le pape Alexandre VI, le propre père de Cesare Borgia, maître absolu en tromperie. Alexandre VI n'a jamais fait autre chose que tromper les hommes, et il a toujours trouvé l'occasion de le faire. Jamais homme n'a eu plus grande efficacité à affirmer avec de grands serments et à observer moins ses promesses. Néanmoins, ses ruses lui ont toujours réussi. Il parle d'un pape. Je vous ai dit sacrée époque. Ce portrait d'un pape par Machiavel, à la fois fasciné et dépourvu de condamnation morale, montre à quel point il a naturalisé la fourberie dans la panoplie du bon gouvernant. Et en même temps, il est malin, Machiavel, parce qu'il cite un pape, donc on ne peut pas lui dire « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» C'est heureusement qu'il y a l'Église pour rester moral. Et là, il cite un pape, en fait. Le souverain idéal, selon le prince, est donc amoral en secret, mais impeccablement vertueux en façade. Cette dissociation permettra plus tard aux commentateurs de qualifier Machiavel de théoricien de l'hypocrisie politique. Il est certain qu'avec lui, la maxime « il faut juger par les résultats » prend le pas sur la fin, ne justifie pas les moyens. C'est un renversement des valeurs traditionnelles. Et c'est bien évidemment un scandale pour la morale chrétienne. C'est la promotion de la perfidie comme méthode de gouvernement. On a parlé, je vais pas trop développer là-dessus, mais c'est une rupture en tout cas évidente avec le Moyen-Âge. Je vais skipper une partie parce que ça, on a déjà assez parlé selon moi et le temps joue déjà contre nous. Ça fait presque 1 heure que je parle, mais ça va beaucoup trop vite. On va parler de Machiavel comme guide pratique aujourd'hui, parce qu'on va extirper un peu de praticité de ce texte qui est très historique. C'est un enseignement toujours étudié, ça on l'a dit, 5 siècles après sa rédaction, Le Prince reste une référence positive ou négative pour comprendre les mécanismes du pouvoir. Beaucoup d'hommes d'État modernes ont lu Machiavel. Alors n'est pas Machiavel qui veut, évidemment, et s'en sont inspirés consciemment ou non. Par exemple, la notion d'intérêt national et de réel politique, qui guide la diplomatie depuis, le congrès de Vienne, s'inscrit dans la lignée machiavélienne en vérité. Des figures comme Richelieu, ou plus tard Bismarck, ont mis en pratique une politique réaliste et opportuniste, qui semble tout droit sortie du prince en fait. Au XXe siècle, le terme machiavélien a souvent été employé pour qualifier la réelle politique de grands penseurs comme Kissinger, de dirigeants comme Poutine, adeptes de méthodes jugées cyniques, en apparence ou pas, à vous de voir. Bien que l'éthique publique moderne condamne officiellement le mensonge et la violence, dans les faits, la stratégie machiavélienne continue d'inspirer décideurs et conseillers en coulisses, notamment en temps de crise. C'est aussi la base de la stratégie militaire efficace. N'oubliez pas l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, où tous les services de renseignement ont été pris de court. J'ai fait une émission disant il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas d'invasion. Tous les services de renseignement ont été pris de court, sauf ceux américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu invasion, puisqu'en fait, il y a eu mensonge officiel de la Russie en disant non, c'est un petit exercice, ne vous inquiétez pas. Et hop, ça frappe. Dans la gestion des entreprises, fait surprenant ou pas, parce que tout le monde aime se la jouer, il y a Sun Tzu maintenant partout, et il y a Machiavel, le prince est aussi lu en dehors de la sphère politique. Dans le monde de l'entreprise et du management, certains voient Machiavel comme un précieux analyste des comportements de pouvoir. Je ne crois vraiment pas que ça s'applique à une petite société avec des mecs là, avec des t-shirts Pikachu ou je sais pas quoi. Des manuels de management tirent des leçons du prince pour la conduite des organisations, parlant de machiavélisme éclairé pour diriger une équipe. Bon, super. Le conseil « il vaut mieux être craint qu'aimé » a été transposé par provocation en recommandation managériale. Alors, pour tous ceux qui ont fait un peu de management, c'est plus du tout ce qui est prôné aujourd'hui. Évidemment, maintenant, il faut le manager bon copain. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Diplomatie et relations internationales, évidemment, Machiavel est souvent cité dans ce domaine. Son nom est associé à la diplomatie secrète, au coup de bluff et à la recherche de l'intérêt à court terme. Par exemple, lors de négociations difficiles, on rappelle que le prince doit savoir être renard, ce qui justifie pour certains négociateurs l'usage de mensonges diplomatiques ou de promesses non tenues, si cela permet d'obtenir un accord favorable. De même, la notion de guerre préventive, les fameuses preemptive war de George Bush, ou de frappe décisive, peuvent être liées à l'idée machiavélienne de frapper ses ennemis avant qu'ils ne deviennent trop dangereux. Machiavel conseille d'éliminer les menaces potentielles avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. Ça vient de lui, je ne dis pas qu'il l'a inventé, mais en tout cas c'est fameux dans Le Prince. On parle aussi de solutions machiavéliennes en diplomatie pour désigner des arrangements où la fin
Par exemple, éviter une guerre ouverte justifie des moyens moralement contestables. Soutenir en sous-main un régime douteux, trahir un allié et les assassinats, en veux-tu, en voilà, spéciale dédicace à notre service action de la DGSE. Même dans les organisations internationales, certains observateurs notent qu'en coulisses, les grands États continuent de jouer un jeu de puissance machiavélienne sous le vernis du droit. Et ça, c'est... J'ai fait une conférence sur cette chaîne pour expliquer que le droit international public est mort. J'y crois bien sûr dur comme fer. Machiavel offre un réalisme brut qui aide à décrypter les actions des nations au-delà des discours officiels. Et je pense qu'un conseil pour quelqu'un qui veut débuter dans l'analyse internationale, c'est tout ce qui vient d'une communication officielle, c'est un mensonge. Il faut voir les intérêts qui se cachent derrière. Comme l'écrit un commentateur contemporain, même dans les régimes dits démocratiques, les règles de droit ont peu de poids, à certains moments, devant la préséance de considérations liées à la puissance ou à la sécurité de l'État. Vous connaissez tous le dicton de la DGSE, partout où nécessité fait loi, ce qui renvoie au dicton latin, quod est necessarium est licitum, ce qui est nécessaire est légal. Donc vous voyez que Machiavel n'invente pas tout. Un guide de survie politique aussi. Pour certains penseurs, relire Machiavel peut même servir les citoyens ordinaires pour voir où serait l'oppression, etc. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Et je pense qu'on peut conclure en disant que Machiavel est un ouvrage fondamental, qu'il entre en semi-rupture, ou plutôt en révolution avec ce qui se faisait avant lui, mais que c'est un ouvrage qui n'est pas du tout périmé, qui gagne à être étudié en profondeur, qui gagne même à être appliqué sous certains aspects, et qui pose de vraies questions sur la morale en politique, qui ne sont pas prêts d'être résolues. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Et oui, c'est un livre important. Donc merci de votre attention suite à cette analyse. Je pense qu'on peut passer à la séance des débats. Voilà, merci. Est-ce que l'assistant conférence est toujours parmi nous? L'assistant conférence. Oui, allô? Bonjour, tu as vu le timing, nous sommes exactement à 52 minutes. N'est-ce pas un timing précis? Allô? Oui, on ne t'entend pas, peut-être, tu nous entends pas. Eh oui, cet homme ne nous entend plus. Écoutez, on fera sans Oui, lui. allô, c'est bon, c'est bon. Oui, Excuse-moi, ça. Ok. oui, je te disais, le timing est parfait. Eh ben, bravo. Bien joué pour la conférence. Merci. On peut passer aux questions-réponses. On peut inviter des gens qui ont lu le livre pour s'exprimer sur le livre. Et ensuite, on pourra clore à 22 heures précises. Très bien. Ben, moi, comme je le disais, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un avis pour toi. Ouais. Le but de Machiavel, c'est, de manière réaliste, garder le pouvoir. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, en fait, justement, dans ce but-là, qui serait un but un peu... mais qui serait pas, en fait, le vrai but d'un homme? Tu l'as dit au début que c'était un peu qui poussait tous les hommes le pouvoir à- c'était la récompense ultime et la recherche ultime. Oui. Mais est-ce que le problème vient pas directement de là en fait? Non, moi je ne veux pas réduire Machiavel à on garde le pouvoir, on prend le pouvoir pour avoir le pouvoir. Machiavel, toute la structure du livre, elle est claire et je le crois très sincère. Il veut donner un mode d'emploi extrêmement rigoureux, précis et amoral pour être équipé tant en termes de perfidie que de vertu, que de fortune, etc. pour pouvoir prendre le pouvoir et le garder, pour que ça serve à quelqu'un qui a des vrais, justement, idéaux au-delà de tout ça. Je vais me faire critiquer, parce que peut-être que beaucoup n'ont pas compris ça chez Machiavel, c'est pas grave. Mais en fait, le livre aboutit sur l'unification italienne et la reconquête du territoire. Donc il a cet idéal politique-là, dont il veut qu'il soit nourri par sa maîtrise des rouages, en fait, qu'ils soient sales ou propres, de la politique. C'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est un homme vertueux de vision qui a les armes pour prendre le pouvoir, qui va donc pouvoir appliquer sa vision. Tu comprends ce que je veux dire?
Je comprends. Mais du coup, est-ce que tu verrais ça plutôt comme une sorte de sacrifice obligatoire d'un d'un prince qui, pour arriver à ses fins, va être obligé de sacrifier peut-être sa vertu ou sa morale, mais que c'est pas que son manuel ne va pas à l'encontre de, par exemple, pousser le peuple à être moral. C'est pas va. Ah, Le peuple va pas forcément devenir dégénéré parce que on suit Machiavel. il y a quand même une question d'une profondeur exceptionnelle là, hein. En fait, moi, j'ai parlé de David. J'ai parlé de Josué. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai plus tous les détails dans la tête. Tu sais que Josué, on va plutôt parler de David justement. David aurait pratiqué ce qu'on appelle Avod Hazara à un moment donné. Tu connais cette histoire? C'est quoi cette histoire? Tu veux dire que David, il aurait fait des péchés comme ça? Et il aurait fait l'idolâtrie. Et en fait, c'est que Israël, le royaume d'Israël allait super mal. Et David était très vertueux. C'était pas un moment où il avait péché ou quoi. Et donc, ne voulant pas qu'Israël croie que Dieu était injuste, il s'est dit, ah, bah, vu que tout va mal, je vais faire semblant de faire l'idolâtrie, comme ça, les Juifs vont croire que c'est pour ça qu'on est puni, donc ça va pas nuire à leur foi en Dieu. Est-ce que c'est pas de la définition de la ruse? Ok, oui. Bah après, vu que là, ça rentre dans la foi et peut-être qu'il y croyait pas vraiment, je sais pas si ça rentre. Mais oui, tu ruses devant ton peuple. Tu mens à ton peuple. Il Tous a les cas. rusé devant son peuple. Évidemment que David ne croyait pas à Pachamama, hein, mais il l'a fait. Eh ben, c'est perfide, c'est un mensonge, alors c'est pour des bonnes raisons, mais c'est une illustration parfaite de la fin justifie les moyens. Eh bien, je pense que dans ce sens-là, oui, un prince doit se compromettre, mais pas jusqu'au cœur. Parce que je pense que la compromission de l'action n'est pas la compromission du cœur. Et utiliser la perfidie en ayant un cœur droit, je pense que ça peut se justifier. Mais là, c'est pas un conseil moral du tout que je donne, hein. Mais je dis qu'en fait, c'est aussi la logique islamique de certains courants, pas que djihadistes, mais c'est une logique qui est théorisée en droit de la guerre musulman justement, qui est très intéressante. C'est cette idée que si ton ennemi utilise la perfidie, tu es obligé de la contre-utiliser, sinon tu as un désavantage tactique, et donc ça rend halal ta perfidie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Eh ben, en politique, si tu as des ennemis qui utilisent la perfidie et que toi tu ne l'utilises pas, tu as un désavantage tactique. Et ça, c'est vrai. Mais maintenant, moi je pense qu'on a atteint, et ça c'est ma thèse, parce que tu poses une question beaucoup trop profonde, on a atteint un tel niveau de perfidie en politique, où là en fait c'est que de la perfidie, il n'y a plus rien d'autre, que la vraie posture à adopter, c'est la morale absolue totale. C'est-à-dire que tu te refuses de mettre des dossiers compromettants sur tes adversaires, etc. Tu dis je m'en fous. Et ça c'est la posture suprême, c'est celle de Jésus-Christ, qui est extrêmement politique en vérité, et qui renonce absolument à tout le jeu du pouvoir terrestre. Et c'est pour ça qu'il est rejeté, c'est pour ça qu'il rentre à Jérusalem sur un âne. Et donc je pense quand on s'inscrit dans cette filiation-là, on doit quand même se poser la question de la limite de la perfidie. Mais force est de constater que Machiavel naît dans un contexte chrétien catholique et qui vient quelques siècles après la figure quand même exceptionnelle qu'est Saint Louis, qui est non seulement un roi chrétien mais moral. Et donc je pense que tout ça est à mettre en balance. Mais ma thèse personnelle, c'est que oui, il peut y avoir un degré de compromission professionnelle, qu'elle ne doit pas atteindre le cœur, mais que dans le contexte actuel, là où la compromission est devenue une norme totale, je pense qu'il faut une position radicalement subversive de la moralité totale. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Très bien. Donc là, tu parlais de notre époque à nous, c'est ça? Mais oui, parce que quand tu vois que ton concurrent, c'est Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, etc., il vaut mieux avoir comme allié celui qui est tout en haut et donc ne pas faire de perfidie. C'est ma thèse. Très bien. Et du coup, il y avait la deuxième partie de ma question qui était en fait le. Est-ce que tu crois que
le prince de Machiavel a une quelconque action sur la compromission du peuple? Ou est-ce que ça n'empêche pas du tout d'avoir un peuple tout à fait équilibré, pacifié, moral? Ah oui, c'est une très bonne question. J'y ai répondu à moitié lorsque j'ai parlé justement de Thomas d'Aquin. Pour Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, on fera la conférence dédiée dessus sur le bien commun. La loi crée la morale, et elle reçoit aussi la morale d'en haut. Et la politique, en fait, doit incarner la morale. Et ce que tu dis là, je vais répondre d'un point de vue qui est profondément guénonien, mais que je pense est vrai, qui je pense est vrai, c'est que en vérité, des élites doivent, doivent, je pas dit peuvent, doivent être des exemples moraux et pas que de surface. Puisque toi et moi, on croit à l'âme, on croit au cœur des choses. Et la perfidie, l'hypocrisie ne peut pas produire des résultats dans l'âme, elle ne peut produire que des résultats que dans la matière. Et donc Machiavel n'écrit pas en religieux. Lui, pour lui, la politique est un objet à part entière, c'est tout l'objet de ma conclusion. C'est un objet à part entière de l'humanité, c'est un sujet d'étude à part entière, ça ne doit pas être corrélé à la morale ou à la religion. Pas dans le sens état laïque, hein, mais dans le sens en tant qu'objet d'étude, et en tant que guide pratique. Et bien moi je pense au contraire que la société traditionnelle, qui est représentée chez nous par la noblesse, illustre justement ce paradigm shift, ce changement de paradigme, puisqu'à la base la noblesse d'épée est une noblesse morale militaire, donc elle a une légitimité, donc elle tient en place. Et à partir du moment où elle perd sa légitimité morale, militaire, exemplaire, au niveau de la force, etc., au niveau de la vertu, justement, c'est là qu'elle devient décadente et qu'elle se met à se mettre de la poudre sur le visage, à mettre des perruques. Et c'est là que la révolution peut se déclencher, puisqu'elle n'inspire plus rien dans l'âme des gens. Mais là, on passe à la métaphysique politique. Et moi, je crois en tout cas que c'est ce qu'il faut des élites qui sont capables d'avoir une assise morale pour inspirer la moralité du peuple. Et j'y crois dur comme fer. Et en vérité, tu constateras quelque chose. Quand tu as des élites décadentes, le peuple est décadent. Mais à savoir, enfin, il faut se poser la question, est-ce que c'est le peuple décadent qui a une élite décadente ou est-ce que c'est l'élite décadente qui cause le peuple décadent? Moi, je pense que ce sont des vases profondément communicants. Et j'ai toujours dit, on a la femme qu'on mérite, on a le président qu'on mérite, ou le roi qu'on mérite. Très bien. Une question en tout cas fascinante. Tu as un esprit d'analyse métaphysico-politique maintenant. C'est l'initiative CK. Tout à fait, tout à fait. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même le début de toute cette mouvance. Je ne me rappelle plus exactement la phrase de René Guénon qui disait que la modernité a poussé les hommes non plus à essayer de s'élever à Dieu, mais de le ramener au niveau des hommes. Et ça me fait penser à cette ambiance, c'est-à-dire de déconstruire tout, tout comprendre et ramener tout au réalisme. Alors oui, ça fonctionne, mais en vérité, on se rend compte que s'il manque quelque chose, eh ben, la finalité finit tôt ou tard par pourrir. Voilà. Mais je ne vais absolument pas te contredire. Moi, je pense qu'en fait, Machiavel, c'est facile de se greffer post-Moyen Âge, mais que l'aboutissement du machiavélisme pur et dur, c'est la politique pour la politique, même s'il y a cet aspect un peu transcendantal avec l'unification de l'Italie ou ce que tu veux, mais ça devient finalement la politique pour la politique, et la politique pour la politique, ça donne quoi? Bah, ça donne une politique qui ne peut plus avoir de pouvoir puisqu'elle n'incarne plus rien. Donc le pouvoir est transféré du pouvoir politique jusqu'au pouvoir économique, et ça n'a plus de sens en fait, et ça donne cette vacuité totale, ça donne poussé dans tous les domaines, avec l'extension du domaine de la finalité pour la finalité. Ça donne le mariage sans sens, ça donne les couples de consommation, ça donne la société de consommation. Enfin voilà, excuse-moi, tu disais quelque chose. Non, non, Eh ben c'est ça. En tout cas, je suis bien d'accord avec toi. Et oui, c'est tout à fait le début de la fin. Et en même temps, c'est un traité brillant qui est nécessaire parce qu'il acte aussi une transition. Il ne la cause pas seulement, hein. Il l'acte. Et ça pose des vraies questions sur la morale. Ça pose des vraies questions sur l'extension de l'État. Ça pose de vraies questions sur la moralité d'un homme d'État et de l'État lui-même. Est-ce que, on parlait de la DGSE, partout nécessité fait loi, est-ce que selon toi la DGSE doit être morale?
Ah ben justement, c'est une question hyper complexe et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la notion un peu de sacrifier sa morale pour un bien, mais il faudra un grand théologien pour trancher, hein. Bah, je sais pas si tu peux trancher ça. Franchement, un agent d'un service clando qui doit piéger un mec. Tu prends l'exemple d'excellent film Les Patriotes sur le Mossad, sur une histoire vraie. D'un côté, tu as Jonathan Pollard, de l'autre, tu as le nucléaire qu'on voulait vendre aux Irakiens, je crois. On donne l'exemple, mais du coup, dans cet exemple précis, Israël ne veut pas que l'Irak ait quoi que ce soit de nucléaire. Menace existentielle pour eux, ok. Imaginons, on acte, c'est bon, c'est ok, c'est acté, menace existentielle, ok. Ils arrivent en France, il y a des agents de ce programme nucléaire qui va concevoir du réacteur pour les Irakiens, ok. Et là, tu payes des prostituées, tu casses le mariage d'un mec pour faire des vidéos de lui avec des prostituées, et tu lui dis, bah écoute, si tu nous donnes pas les infos dont on a besoin, on envoie ça à ta femme. Et si t'es pas content, lui casse les jambes. Du coup, tu sauves l'intérêt stratégique de ton pays, tu détruis un mariage. Moral ou pas moral? Faudrait demander à Bernard de Clairvaux pour nous répondre. Oui, ou alors à Jean Reno dans l'opération Cornet de Bif qui y répond aussi. C'est quoi la réponse? Eh ben justement, l'histoire c'est que il a une meuf qu'il connaît pas, qui doit corrompre un mec, donc il lui dit coucher avec, etc. Le président, il est pas content qu'on casse un mariage pour l'intérêt national, mais nous on le fait, on en a rien à faire. Et en fait, il apprend que cette meuf c'est son épouse. Du coup, pas moral alors, faut pas le Ben, faire. je crois que ça répond à la question. C'est moral, tant que ça le touche pas lui, ben je crois que c'est pareil pour tout le monde. Donc c'est pas moral. Très bien. Bah écoute, je propose aux gens de venir intervenir. Moi là-bas, je pensais qu'on allait faire ça dans la salle publique où tout le monde peut parler sans demander d'intervention. On pourrait migrer, mais si les gens veulent intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Non, Voilà. ce serait pas bon logistiquement, 27 personnes qui peuvent parler comme ça. Mieux vaut prendre les intervenants au cas par cas. Ah, mais je sens qu'on va dormir tôt ce soir. Dans quel sens, pardon? Tu sais que j'ai rendez-vous à Oui, 22 piles. personne ne va intervenir sur le prince de Machiavel. Ah bah écoute, c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. J'espère en tout cas que la conférence aura plu aux gens. Et bah, comme je vous ai dit, c'est le retour des conférences en grande pompe. J'espère qu'on a pu pénétrer le propos. Moi, vous savez que mon but, c'est pas de faire des commentaires de texte, mais de mettre en perspective. Et là, moi, ce qui me chiffonnait avec le recul, c'est ce texte, en fait, qui apparaît en pleine civilisation chrétienne. Pas à l'âge d'or, mais quand même presque. Et ça me posait la question, comment ce texte avait été reçu? Ben, j'ai donné des éléments de réponse, et c'est vrai que c'est bien de le resituer. Et resituer aujourd'hui, ben, c'est un excellent guide pratique. Alors, pas aussi pratique qu'un Sun Tzu, hein, mais un guide pratique intéressant pour comprendre les rouages de la Et ce qui est marrant, c'est politique. que tout Dans à ce l'heure, cas, tu parlais d'une révolution, de ouais, revenir à la philosophie antique tout à fait. pour Machiavel, et que tout à l'heure, tu nous disais aussi que ta solution, c'était de revenir, au contraire, à une totale vertu. Oui, Donc c'est une nouvelle révolution encore. On refait un tour. ben, on refait un tour, mais là, tu viens d'expliquer tout René Girard. Dis-moi, t'as des fulgurances, toi, en ce moment, ou quoi? Ah, c'est l'initiative CK, je peux pas expliquer. Non, c'est le rosaire, ça, c'est le rosaire. C'est exactement ça. C'est la Renaissance a désenclenché le mouvement médiéval pour le ramener à l'Antiquité. La postmodernité va devoir aller puiser dans le Moyen Âge pour retrouver ce qui en fait a permis au post-Moyen Âge d'exister. L'équilibre est-il possible? Entre quoi et quoi? Eh ben justement, entre la morale, la vertu, la politique, enfin tu vois bien, entre les deux bords. Être full accès moral ou full accès réalisme. Très dur. Saint-Louis. Tu te rappelles quand il a voulu interdire la prostitution? Pour des raisons profondément chrétiennes, saines, thomistes?
Pas de prostitution? Pourquoi il y aurait des prostituées dans le royaume? Eh ben, il a dû les laisser. Il a dû les laisser parce que quand il a enlevé la prostitution, il y a eu une explosion des agressions sexuelles dans le royaume de France. C'est très compliqué d'avoir des responsabilités, mec. Ah, écoute, on a un intervenant. On pensait que c'était fini. Il nous reste Ok. 13 minutes. Je me disais peut-être des questions écrites aussi, mais il nous reste que 13 minutes. Il y en a quelques-unes, mais on va prendre l'intervenant, ça serait un peu plus parlant. Ok. Bonsoir, intervenant. Bonsoir messieurs, est-ce que vous m'entendez convenablement? Oui, C'est bon, vous m'entendez? très très bien. Très bien. Tu confirmes? Très bien, oui. Parfait. Alors oui, j'avais une petite question à vous poser Bien vis-à-vis sûr. de ce qui a été dit, même si on a dit énormément de choses. C'est en fait au niveau d'un État pur, quand on est dans une mesure où on va dire que la survie de l'État va primer sur quasiment tout le reste, comment on fait finalement pour maintenir une morale chrétienne ou on va dire une morale politique ou quoi que ce soit d'autre dans un contexte mondialisé où chaque pays va avoir justement cet intérêt souverain de la nation qui va primer en fait sur tout le reste et forcément primer sur la morale vu que sa survie va être engagée. On a évoqué tout à l'heure les services de renseignement, mais voilà, comment on fait cette jonction finalement? Comment elle peut, on peut la concevoir théoriquement, mais est-ce que pratiquement c'est quelque chose de concevable dans l'absolu selon toi? Ah, écoute, moi je trouve que c'est une excellente question et on a quand même un recul historique puisqu'on a connu deux guerres mondiales où il était plus question de morale en fait par définition, où il était question de survie absolue des États concernés. Tu penses à l'Allemagne, la France, l'Italie, je pense au Japon, pas les États-Unis puisqu'ils ont eu une guerre de projection. Tu penses à la Russie, plutôt l'URSS pour être plus précis, mais aussi à la Russie pendant la Première Guerre mondiale. Des États majeurs ont été en mode survie. Eh bien, la morale, elle est tombée à la poubelle, mais il demeurait des bribes de morale, c'est-à-dire une organisation militaire, une gestion des prisonniers, une part d'humanité, parce qu'en fait, ma thèse, c'est que l'humanité, par nature, ne peut pas tomber absolument dans l'immoralité et dans l'amoralité, parce que ça ferait beaucoup trop mal. La morale, c'est pas qu'une fonction sociale. Je me mets en porte-à-faux absolu de tous ces gens que je considère être des gens profondément décadents, qui considèrent que la morale est une invention, etc. Je pense que c'est un besoin et que c'est une nature spirituelle profonde de notre espèce. Et qu'en fait, l'humanité, quand elle s'affranchit pleinement de la morale, elle a mal au bout d'un moment et ça ne peut pas tenir. Il n'y a aucune civilisation amorale qui a pu tenir. Et quand une société a essayé d'être marxiste et purement matérialiste, elle a implosé au bout d'un moment tellement ça n'avait pas de sens. Et son premier réflexe a été de se réfugier dans le religieux. Et du coup, elle a dû créer une morale intrinsèque. C'est pour ça que Staline met Alexandre Nevsky, pendant la Seconde Guerre mondiale, en avant. C'est pour ça que le patriotisme revient, parce qu'il faut des valeurs supérieures, et ces valeurs supérieures ne peuvent être que morales, c'est-à-dire le désintérêt de soi, le dépassement de soi. Donc moi, je pense que il ne s'agit même pas, dans ces cas extrêmes, de se demander s'il faut instaurer de la morale, mais juste constater qu'en fait, il y aura toujours un fond moral. Et c'est ça qui me déplaît dans les œuvres un peu apocalyptiques, comme, alors je connais pas tout l'univers, mais tu prends Last of Us et tout, c'est très angoissant, il y a que des gens méchants et tout. Moi, je pense que l'humanité est toujours enclin à se réfugier derrière la morale, même dans les pires situations. Donc pour résumer ma réponse, je pense qu'il ne s'agit pas d'instaurer de la morale ou d'imposer de la morale au niveau politique, mais de la constater au niveau de la base quand la politique y renonce à cause de l'urgence du moment et de la survie de l'État. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Bah, dans tous les cas, ça paraît une certitude qu'il faut conserver en tout cas au moins un tribalisme national, avec une idée morale, une idée religieuse ou quoi que ce soit, en tout cas quelque chose qui maintienne le peuple en place. Après, ce qui se passe, on va dire, sur les théâtres d'opérations extérieures, ça, on va dire que le peuple, à moins qu'il se renseigne énormément ou quoi que ce soit, il va avoir un petit peu moins de prise là-dessus, ou il va avoir tendance à faire moins attention. Mais si on enlève ce ciment doctrinal qu'il va y avoir au départ dans un pays, ou qui va faire une nation et qui va faire le ciment d'une nation, si on retire ça, ben, comme on le voit aujourd'hui avec le modernisme et tout ça, ben, là c'est clair qu'on va avoir un peuple qui va potentiellement beaucoup moins adhérer au gouvernement, puisque ben, il roule pas pour l'intérêt du peuple finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est clair et net. Mais voilà, j'avais pas vraiment plus de choses à dire pour intervenir. C'était pour faire le choix un petit peu vu qu'il y avait personne, mais Il fait le show. Après, moi, je pense que par rapport à la question,
de Siles et ta réponse, Joachim, en particulier quand tu parles de Last of Us, Mad Max, etc. Ce qu'il en ressort quand même, dans la vision qu'on a de ces mondes apocalyptiques, c'est que les gens bien veulent rester bien, mais ils se font totalement manger par des petits groupes qui ont décidé de plonger totalement dans l'immoralisme. Et dans l'immoralité, pardon. Et je pense que ça rejoignait aussi sa question vis-à-vis des pays, qui est comment tu te retrouves tout seul, entouré de pays qui voudront pas jouer au même jeu que toi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que ça justifie la perfidie, etc. Tout à fait, mais c'est une question de toute façon tellement complexe, mais il est un fait que quand des États renoncent à la morale, les autres suivent. Moi, ce que je disais, c'était pour aller plus en avant dans la timeline, c'est que quand tout le monde a renoncé à la morale, elle réexiste à la base de manière spontanée, en fait. C'est ça ma thèse, tout simplement. Oui, puis tu sers aussi tu peux très bien servir des choses très malsaines au nom d'un idéal qui paraît assez sain. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu t'engages dans l'armée pour ton pays ou des choses comme ça, sur le papier, c'est très sain parce que tu défends ton pays. Après, ce que tu vois dans un théâtre d'opération entre quatre murs avec ton truc secret défense, c'est pas la même chose. Oui, ça dépend les théâtres, effectivement. Toutefois, l'armée française est très morale, il faut quand même le dire. C'est vrai qu'on n'est pas les pires des échos que j'ai eus, effectivement. On est très loin d'être les pires, on est peut-être même les meilleurs. Ben, donc, sacrée conclusion. C'est une belle conclusion à Machiavel. Olivier, si tu veux bien prendre deux questions écrites avant qu'on quitte, s'il y en a, sinon on pourra quitter avec le sentiment du devoir accompli d'avoir mis à l'honneur ce bon vieux Machiavel. Et merci à Siles pour sa question très pertinente. Ouais, merci pour vos réponses, messieurs. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ouais, écoute, il y a plusieurs questions. Il y en a une qui va te faire plaisir, donc je la prends pour toi. Jacob a-t-il rusé devant Dieu pour la bénédiction d'Isaac? Oui, et il n'en a pas tiré une bénédiction, mais 20 ans de galère. Voilà, ça répond clairement à la question. Très bien. Et du coup, il y avait les questions de Z qui essayent de replacer un peu l'œuvre de Machiavel dans son contexte historique. Est-ce un témoin de la Renaissance et surtout un témoin de la corruption du catholicisme qui a chamboulé la région à l'époque? Ah bah clairement, puisque Machiavel cite lui-même l'exemple d'un pape extrêmement malsain. Il y a eu des et justement ça rejoint ta question de tout à l'heure. Quand les élites elles-mêmes sont dans la décadence, ben, le peuple ne peut que tomber avec en vérité, puisque le rôle d'une élite c'est d'élever le peuple. Et pour le coup, je suis aussi très guénonien sur la question. Quand Guénon nous explique que quand les élites ne peuvent plus faire ce rôle d'élever la base, alors il se passe un événement surnaturel qui fait que la base s'élève elle-même pour reconstituer des élites, et c'est un cycle jusqu'à la fin des temps. Et j'y crois, et c'est très intéressant. Et quand tu vois qu'il y a des papes de l'époque qui organisaient des orgies et tout, enfin, c'est quand même très inquiétant tout ça. Et heureusement qu'il y a eu un renouveau catholique après, sinon on ne serait même pas là pour en parler. Absolument. Est-ce que tu crois qu'on est un peu dans cette période actuellement où il y a une énorme méfiance envers les gouvernements et au contraire une scission quand même de morale et de valeur entre les, les personnes en avant et le peuple? 100%, et tu remarqueras que le peuple en a eu tellement marre de ce vide qu'il est en train de se revertuiser lui-même, qui fait que les élites sont complètement larguées. Et si tu veux, ça donne Emmanuel Macron versus le renouveau du catholicisme en France. C'est une scène assez pathétique. Et on sent que les mecs sont tous largués. Et en même temps, c'est fascinant de vivre ça, quoi. Vaut mieux être dans le bon côté du camp. Il vaut mieux être dans le bon camp du bon côté, je suis bien d'accord avec toi.
Et sur ces belles paroles, en tout cas, j'espère que cette conférence vous aura intéressé. On mettra la rediffusion en public, parce qu'il y aura une qualité sonore exceptionnelle, je l'espère. Et puis du coup, je vous remercie tous. Merci Olivier pour la présentation, Siles pour sa question. Désolé si on ne peut pas répondre à toutes les questions écrites. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour la prochaine conférence de l'initiative CK 2025. Merci à tous et à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Merci Joachim, ciao.